Merci. Alors, le principe pollueur-payeur est-il à la hauteur des enjeux? Bon, je commencerai par dire que les politiques publiques ne sont en général pas à la hauteur des enjeux en matière de protection de l'environnement, sinon on ne serait pas là, je pense. Et je pense aussi avoir souligné qu'à mon avis, il est nécessaire ce principe et il le reste peut-être plus que jamais. Ceci étant dit, là, je voudrais déjà parler par rapport à vos interventions de tout à l'heure, davantage d'applications concrètes et donc je mentionnerai surtout les questions de politique climatique puisque c'est là surtout celle que je connais mieux. Euh, et je voudrais dire principalement enfin, tout d'abord que même si le principe pollueur-payeur est nécessaire, en matière d'application aux politiques climatiques, il faut faire attention à ne pas l'appliquer de manière simpliste. Alors, quand je le dis comme ça paraît tautologique, mais quand on regarde la manière dont il est mobilisé, y compris au plus haut niveau de l'État en France, euh, il me semble nécessaire de faire cette précaution. Et c'était le sens de l'article dans The Conversation dont Clémence parlait tout à l'heure. Euh, Pourquoi? Parce que si on se contente de dire on va mettre en œuvre les mesures publiques qui économisent le plus de tonnes de CO2 par euro dépensé, ce qui paraît un principe de bon sens, en le faisant de manière trop rapide, on risque de faire de graves erreurs. Pourquoi? Bon, d'abord parce qu'il y a d'autres défaillances de marché. Une défaillance de marché très importante en la matière, c'est le fait que une partie de la solution, enfin, du chemin qui nous mènera un jour, on l'espère, à la stabilisation du système climatique passe par le progrès technique, que ce progrès technique, il est en partie endogène, disent les économistes. Ça veut dire qu'il ne sert pas seulement de dépenses de recherche-développement, euh, mais qu'il est enfin, plus précisément, qu'il ne résulte pas simplement de politiques qui visent à financer ce progrès technique, mais aussi que c'est une réponse aux activités d'entreprise qui vont chercher des marchés. Donc, et une partie de ce progrès technique endogène, il n'est pas approprié, c'est-à-dire qu'il va bénéficier à d'autres entreprises, à d'autres acteurs que ceux qui mènent ces dépenses. Donc ça, c'est une externalité positive qui n'est pas du tout négligeable en la matière. Euh, il y a eu beaucoup de critiques, en particulier en France, sur la politique de l'Allemagne en matière de lutte contre le changement climatique, politique très critiquable à plein d'égards. N'empêche que si l'Allemagne n'avait pas investi massivement dans les énergies renouvelables, on n'aurait pas eu le développement technologique de ces énergies renouvelables qu'on a eu et qui a permis ensuite à d'autres pays du monde, euh, dans, dans le monde entier, de bénéficier de ces gains de performance, de ces baisses de prix qui ont résulté de ces investissements, certes très coûteux, qu'a fait l'Allemagne. Je peux en dire autant pour le Danemark sur l'éolien auparavant. Il y a un économiste très connu, un économiste de l'énergie, David Newbery, qui a essayé de calculer ces externalités positives dues au changement, au progrès technique induit en matière d'énergie renouvelable, et qui conclut que rien que sur cet aspect-là, ces dépenses menées par l'Allemagne étaient justifiées. Donc, ce, minimiser la dépense par tonne de CO2 évitée, ça dit rien sur les autres défaillances de marché. Ça permet pas de dire grand-chose quand on est dans un système avec beaucoup d'inertie. Et on est dans un système avec beaucoup d'inertie. La grande majorité des bâtiments qui existeront en 2050, date à laquelle il faut arriver à zéro émission nette, ils sont déjà là aujourd'hui. Alors, si on calcule de manière statique les mesures les moins coûteuses, on va souvent trouver que rénover ces bâtiments, ça ne fait pas partie des mesures les moins coûteuses. Mais si on ne le fait pas,
on se prive de toute chance d'atteindre cet objectif de zéro émission nette. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus qui montrent que quand on prend en compte la dynamique et l'inertie, on ne peut pas se contenter des mesures les moins coûteuses par tonne de CO2 si on calcule ça de manière statique. Troisième raison, en matière de politique climatique, on se retrouve très souvent euh, avec des co-bénéfices ou des effets pervers qui relèvent d'autres atteintes à l'environnement. Ça a été dit sur biodiversité et climat en matière de forêt, mais c'est vrai d'une manière générale. En matière de transport, bon, on a le climat, mais on a aussi la pollution atmosphérique, le bruit, etc. On a aussi, et si on se contente, si on cherche les mesures les moins coûteuses par tonne de CO2, c'est ce qu'a dit le président de la République, on va trouver voiture électrique. OK, et voiture électrique, bon, ça réduit la pollution atmosphérique, ça ne la supprime pas parce qu'on a quand même des émissions de particules dues aux freins, aux pneus, aux routes. Ça ne permet absolument pas de limiter l'un des autres principaux problèmes de santé causés par les politiques de transport, qui est le manque d'activité physique dû au fait que les gens se déplacent essentiellement en voiture. Et c'est l'un des. Et quand on quantifie monétairement le bénéfice pour la santé des mobilités actives, on se trouve avec des dizaines de milliards d'euros par an, rien qu'à l'échelle de la France. Et ça, c'est des ordres de grandeur qui sont souvent supérieurs à ceux qui sont purement climat. En matière d'agriculture et d'alimentation, c'est pareil. Si on se contente de l'effet climat, on va se dire, bah, on va remplacer l'élevage bovin, parce que les bovins émettent du méthane, par des volailles ou des porcs qui en émettent beaucoup moins. Mais ce faisant, vous allez aggraver les problèmes de souffrance animale, vous pouvez aggraver les problèmes de pollution atmosphérique liés à l'élevage, parce que l'élevage bovin, il est bon parfois en plein air. Sur les volailles et les porcs, c'est quasiment jamais le cas. Bon, tout ça pour vous dire, l'éco-bénéfice, en particulier sur la santé, ce serait vraiment dommage de faire l'impasse là-dessus quand on parle de politique climatique. Et si on se contente de mettre en place les mesures les moins coûteuses par tonne de CO2, donc une application un peu mécanique du principe pollueur-payeur, non seulement vous n'allez pas mobiliser ces co-bénéfices, mais vous pouvez aggraver d'autres problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en matière de réalisation, toujours en matière de politique climatique, de ce principe pollueur-payeur? Bon, je l'ai dit, il y a deux grandes familles de politiques dont on peut dire qu'elles appliquent ce principe pollueur-payeur en matière climatique. Ce sont les taxes et parmi les marchés de quotas de CO2 échangeables, ceux où les quotas sont vendus aux enchères. Bon. Donc parlons, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan qu'on peut faire de manière un peu générale et nécessairement rapide, d'une part de ces quotas, ensuite des taxes. En matière de quotas, j'ai écrit un article là-dessus. Le bilan est quand même pas très positif. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier, ce qui m'a frappé, moi, en passant en revue toutes les expériences mises en place dans le monde, c'est qu'on a eu une surallocation de quotas dans chacun des systèmes mis en place jusqu'à présent pendant au moins une partie de leur histoire. Ça a été le cas dans les systèmes qui ont été mis en place à l'est et à l'ouest des États-Unis, au Royaume-Uni avant la mise en place du système de quotas européen, dans le système de quotas européen à 2 reprises, dans les systèmes de pilotes chinois, etc. Surallocation, ça veut dire qu'on a distribué plus de quotas que les émissions qui auraient eu lieu en l'absence de cette politique. Donc, autrement dit, ça supprime l'efficacité de la politique, ce qui est quand même dommage. Alors pourquoi? Il y a plusieurs causes. Souvent un manque d'information de la part des pouvoirs publics au moment où ils mettent en place ces politiques. Euh, Or, on peut passer assez facilement d'une situation où on donne trop de quotas et donc ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de rareté des quotas, à une situation où la rareté va être considérée comme insupportable par une partie enfin, des entreprises impliquées qui donc vont tuer la politique. Euh, et après, à chaque fois, il y a un délai qui se passe entre le moment où on définit le plafond d'émission et le moment où cette politique est mise en place, forcément,
pour laisser aux industriels le temps de s'adapter. Mais entre-temps, il y a eu des surprises. Il y a toujours des surprises. Surprise, ça peut être que les prix de certaines énergies vont monter, d'autres vont descendre, la demande peut s'effondrer. Par exemple, la crise de 2008-2009, effondrement du marché de la construction, diminution de la demande de quotas, le prix des quotas tombe à zéro. Logique. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Aux États-Unis, gaz de schiste, baisse du prix du gaz. Donc le gaz devient moins cher que le charbon, les centrales à charbon s'arrêtent, baisse des émissions, le système de quotas n'est plus contraignant. Bon. Il y a peut-être une exception en Europe depuis, mais seulement dans le système de quotas européen, mais seulement depuis 2021, c'est-à-dire 16 ans après le démarrage de ce système. Bon, espérons que ça dure. Là, on a un prix des quotas qui est significatif, qui a une vraie influence. N'empêche que, pour l'instant, ça reste l'exception. Donc, un bilan des quotas qui est globalement pas franchement réjouissant. En matière de taxes, c'est, je dirais, plus positif. Alors, il y a des tas de taxes inefficaces, soit parce qu'elles sont bardées d'exemptions, soit parce que les taux sont faibles. Mais on a eu des cas où ça s'est avéré efficace. En particulier au Royaume-Uni, moi j'ai une doctorante qui a publié un article là-dessus. Le Royaume-Uni a mis en place une taxe sur les émissions de CO2 de son secteur électrique qui venait en complément du système de quotas européen, puisque le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne et de son système de quotas à l'époque. Ça a permis au Royaume-Uni de sortir du charbon très rapidement. De même, il y a plusieurs évaluations de la taxe sur les émissions de CO2 en Suède qui ont montré une efficacité en combinaison avec d'autres politiques. Et d'ailleurs, d'une manière générale, hein, on n'a jamais une politique unique, mais la taxe s'est montrée ici efficace. Troisième point que je voudrais mentionner, est-ce que ce principe, que je pense c'est vraiment important, est-ce que ce principe pollueur-payeur, il est socialement régressif? Alors, il peut l'être, et en particulier en matière de politique climatique, parce que même si les plus riches émettent plus de gaz à effet de serre que les plus pauvres, en moyenne, merci, en part de leurs revenus, ils émettent plus. Oui, ils consomment plus d'énergie. Alors, c'est pas vrai pour tout, dans tous les domaines. Hein. Sur le transport aérien, par exemple, c'est un domaine où un cadre fait 5 fois plus de trajets aériens qu'un ouvrier en France. Là, c'est un bien qui est plus, enfin, des émissions qui sont plus, dont les riches sont plus à l'origine que les pauvres. N'empêche que, en moyenne, si on taxe les émissions de CO2, on va, en proportion de leur revenu, encore une fois, davantage pénaliser les plus pauvres. Mais pour autant, ce principe pollueur-payeur n'est pas nécessairement régressif, parce que tout dépend de ce qu'on va faire des recettes ensuite. En France, la taxe carbone, qui a été à l'origine des Gilets jaunes, les recettes étaient reversées au budget général de l'État, et ensuite un affichage pour aux réductions de taxes pour les entreprises. Si on avait redistribué ces recettes aux ménages, même sur une base égalitaire par habitant, ça aurait été en moyenne socialement progressif, au contraire. Donc, au moins, taxes ou quotas vendus aux enchères peuvent être socialement progressifs. La difficulté politique, c'est que ça se voit plus que d'autres politiques. Les subventions, bon, c'est plus facile de faire passer une subvention quand on est un gouvernement. Mais en pratique, elles sont souvent inégalitaires. Qui profite des subventions à la rénovation des logements? D'abord les propriétaires qui sont en moyenne plus riches que les locataires, et parmi les propriétaires, souvent, bon, après ça dépend des types de subventions, il y a des bonifications parfois pour les pas trop riches, mais c'est quand même un fait stylisé assez général. Et pour les réglementations, c'est pas forcément non plus égalitaire et pas forcément plus facile, enfin, pas toujours plus facile à faire passer non plus. Dernier point, parce que je ne voudrais pas être trop long. En matière de climat, à long terme, il faut bien voir qu'il faut arriver à des émissions nulles. Alors,
à des émissions nettes nulles, hein, c'est l'objectif de la France, de l'Union européenne, d'un autre pays à l'horizon 2050. Ça veut dire pas plus d'émissions que ce qu'on va stocker dans les puits biologiques. Euh, mais en pratique, ça veut dire, étant donné que dans l'agriculture, enfin, si on prend les plans climat tels qu'ils officiels, hein, ou pas officiels d'ailleurs, qui sont compatibles avec la neutralité pour le climat, en pratique, on va avoir des émissions négatives à l'horizon 2050 côté dans la biomasse. On ne sait pas trop combien, on espère que ça va trop baisser. Et on aura des émissions positives dans l'agriculture parce qu'on ne sait pas comment éliminer les émissions, en particulier de méthane des ruminants. Bon, ça veut dire que dans les autres secteurs, on doit avoir des émissions nulles, on doit sortir des énergies fossiles en particulier. Donc, ça veut dire interdiction de technologie, de fait ou de droit. Donc, finalement, il n'y aurait plus trop de débats. Dans ce long terme, on n'aurait plus trop de débats sur est-ce qu'il vaut mieux des taxes de réglementation, parce que de toute façon, les taxes elles devraient être tellement élevées qu'elles aboutiraient de fait à des interdictions. Donc, est-ce que ce débat, il sera bientôt derrière nous? Bon, déjà, bientôt, c'est pas si bientôt, 2050. Et puis, c'est quand même utile pour la transition de savoir comment on fait. On peut très bien avoir cette application du principe pollueur-payeur et ces taxes ou autres types de politiques, même si on sait que c'est transitoire, ça a été fait, hein. Aux États-Unis, il y a eu un système de quotas échangeables d'essence sans plomb, par exemple. On savait qu'au bout de quelques années, on interdirait le plomb dans l'essence. Il y a eu cette flexibilité qui a été mise en place pour faciliter les choses. Donc, bon, ce débat, il sera peut-être derrière nous, mais c'est pas pour tout de suite. Je vais arrêter là.